Poursuite de la visite du président de la République après les Maliens de New York, Ibrahim Boubacar Keïta était face à ceux de la France. Le message aura été le même, donnons-nous la main pour l'édification d'un nouveau Mali. Une année scolaire exceptionnelle pour les élèves de la région de Gao. Ils n'ont pas encore bouclé l'année en cours qu'on leur parle des préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014. Une année exceptionnelle qui a attiré l'attention de notre équipe de reportage basée à Gao. Chronique santé de ce lundi fait une ouverture sur la nouvelle loi hospitalière et la charte du malade avec en vedette son application à l'hôpital Gabriel Touré. Nous sommes lundi 30, dernier jour du mois de septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que de faits graves, atteintes à l'intégrité physique, provocation et agressions ont été perpétrées ces jours-ci contre les forces de défense et de sécurité et sur de paisibles populations. Ainsi, le vendredi 27 septembre 2013, des éléments de la Garde nationale du Mali en poste à l'agence régionale de la Banque malienne de solidarité BMS de Kidal ont été victimes d'une attaque à la grenade faisant 2 blessés. Le lendemain, samedi 28 septembre, c'était un attentat suicide à l'explosif qui a frappé le camp militaire de Tombouctou. Bilan, 6 morts et 6 blessés. Hier dimanche 29 septembre, Kidal a été de nouveau secoué par une explosion accidentelle d'un terroriste qui s'apprêtait à commettre un attentat suicide. Au même moment, des hommes armés ont ouvert le feu sur les soldats de l'armée nationale qui sont parvenus à repousser l'attaque. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de poursuivre le processus de dialogue franc et sincère en vue du retour définitif de la paix et de la sécurité dans les régions du Nord avec l'appui de la communauté internationale. Le gouvernement poursuivra sans relâche la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le banditisme résiduel. Dans ce cadre, les forces de défense et de sécurité assumeront pleinement leur rôle. Le gouvernement de la République du Mali invite les populations à rester sereines. Le processus de paix et de réconciliation va se poursuivre. C'était là donc un communiqué du gouvernement suite aux récents événements survenus dans les régions du Nord. Je vous le disais dans les titres, après New York, le président de la République est depuis hier à Paris où, dès son arrivée, il a rencontré la communauté malienne vivant en France. Une communauté forte de plus de 2000 Maliens, toutes catégories socio-professionnelles confondues et qui est déterminée à prendre toute sa part dans l'édification du nouveau Mali. Un challenge qui ne se fera pas aussi sans les Maliens des États-Unis. Envoyé spécial Boubacar Touré, Ibrahima Koulibaly. Émotion et bénédiction ont ponctué la rencontre entre le chef de l'État et la grande communauté des Maliens vivant aux États-Unis et en France. À New York, le président de la République avait à ses côtés un ami du Mali, le sénateur de l'État de New York, Bill Portin. À New York comme à Paris, IBK a salué les initiatives de la diaspora malienne dans la gestion de la crise. Il les a invités à redoubler d'ardeur pour relever les nouveaux défis du pays. Pour lui, le Mali nouveau sera un Mali décomplexé et respectueux de toutes les croyances. Le chef de l'État a pris bonne note des doléances de la diaspora qui portent entre autres sur l'amélioration des rapports entre les migrants et les services consulaires, la défense des sans-papiers et surtout l'intégration des Maliens de la diaspora dans les instances de décision. Le Mali nouveau sera marqué par la fermeté et la rigueur, a-t-il dit. Aucune compétence ne sera négligée et tout diplomate qui ne se met pas au service de ses concitoyens n'aura pas sa raison d'être dans une mission diplomatique et consulaire.
Au cours de ces deux rencontres, Ibrahim Boubacar Keïta a insisté sur la place de nos compatriotes dans l'avènement des nouveaux Mali et a aussi sollicité leur soutien dans la réussite de sa mission. Les récents événements de Tombouctou et de Kidal ont été évoqués par le président Ibrahim Boubacar Keïta. On ne peut pas être musulman et vouloir la mort de l'autre gratuitement. On ne peut pas être musulman. Non. Ils cherchent autre chose. L'islam n'est pas leur religion. Non. L'islam, c'est la paix. S'ils sont musulmans, ils ne peuvent pas être les barbares, les sauvages que nous voyons à l'œuvre. On ne peut pas, en tant que musulman, attenter à la vie qu'on ne s'est pas donnée. A fortiori, attenter à celle d'autres vies innocentes. Donc, ce qu'il y a chez nous aujourd'hui, que nos amis français et autres ont stoppé à Gona, veut reprendre du poil de la bête. Mais la bête ne se révélera pas. J'ai failli brûler Paris quand j'ai eu la nouvelle. Mais j'ai dit non, je ne veux pas trembler devant cela. Je reste serein. Et j'ai des choses à échanger avec mon ami François Hollande. Le travail n'est pas terminé. Nous avons donc beaucoup de choses encore fortes à nous dire, à convenir. Pourquoi je suis venu à Paris malgré cela? Nous ne sommes pas déstabilisés. Nous ne le serons pas. Psychologiquement, je n'ai jamais été aussi serein. Jamais. Et je souhaite qu'ici également, donnez-vous la main désormais. Amani, vous touche, donnez-vous la main. Je vous le demande. Donnez-vous la main en tant que Malien. Pas RPM, pas URD, pas je ne sais quoi. Malien, un point, un trait. C'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite que vous soyez. Et vous le serez, Inch'Allah, pour le Mali. Pas pour Ibeka. Pas pour Ibeka. Ibeka est désormais là où Dieu et vous-même l'avez placé. Le reste, vous devez m'accompagner. Aïm la iris en fait. Aïm de Voilà, donc l'intégralité des propos tenus par le président de la République devant nos compatriotes après ce journal. L'actualité ici à Bamako, demain 1er octobre, les scolaires maliens vont retrouver le chemin des classes. À cette occasion, Madame le ministre de l'Éducation nationale, dans un message, demande aux acteurs de l'école de s'impliquer dans une dynamique partenariale pour soigner la qualité de l'enseignement au Mali. Nous vous proposons un extrait de ce message recueilli par Batraoré. L'année scolaire 2012-2013 revêt cette particularité qu'au moment où nous effectuons la rentrée dans les régions du Sud, les élèves des régions du Nord se préparent à passer les épreuves des examens, diplôme d'études fondamentales, baccalauréat, certificat d'aptitude professionnelle, brevet de technicien. Je voudrais donc, à l'occasion de cette rentrée scolaire, d'une part lancer un appel pressant et solennel à tous les parents, aux enseignants, aux partenaires sociaux et techniques pour une reprise effective de l'école sur l'ensemble du territoire national. Et d'autre part, dédier cette année scolaire au développement de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Aux administrateurs scolaires, je demande de veiller sur la présence des élèves et des enseignants à l'école, à l'association des parents d'élèves, aux membres des comités de gestion scolaire. Je voudrais dire que l'école prépare l'avenir de nos enfants. Aux syndicats d'enseignants, je voudrais leur dire que le gouvernement est sensible à toutes leurs préoccupations et fera tout son possible pour les prendre en charge. Pour conclure, c'est dans le cadre d'une véritable dynamique partenariale que notre école arrivera à produire des résultats probants. Sur ce, je voudrais souhaiter à tous une bonne année scolaire 2013-2014 et exprimer mes vœux de succès à nos candidats qui, demain, commenceront les examens.
Vous pourrez suivre également l'intégralité de ce message de Madame le ministre de l'Éducation après ce journal. Elle l'a dit, c'est parti pour les examens spéciaux de fin d'année 2012-2013 à Gao. Le top départ a été donné au lycée Yana Meiga. Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et BTS qui ont débuté aujourd'hui lundi seront suivis demain mardi et mercredi par les candidats au baccalauréat et au DF. Au total, 3903 candidats participeront à ces évaluations, nous dit Idrissa Koné depuis Gao. Ces examens spéciaux ont débuté ce matin dans la région de Gao par 490 candidats du CAP, du BT1 et du BT2 répartis entre deux centres. C'est à 8h06 que le directeur des cabinets du gouvernorat a ouvert dans la salle 7 l'enveloppe contenant l'épreuve des travaux d'application et de synthèse TAS en BT1 secrétariat de direction. La délégation a fait le tour des salles pour constater de visu l'effectivité des travaux. Il n'y a aucun problème, tout se passe normalement. Normalement, les épreuves ont commencé à leur produire à 8 heures, il n'y a absolument aucun problème. Mais seulement, nous constatons quelques cas d'absence. Pour ces premières épreuves, les candidats sont confiants. L'épreuve de plutôt technique, c'est abordable parce que je peux traiter tous les sujets. Actuellement, on est en comptabilité IGEL. Le sujet était très bon parce que déjà on a déjà suivi les cours pendant 12 mois. Entreront en lice demain mardi et mercredi les candidats au baccalauréat et au DF. Les dispositions sont prises, rassure le premier responsable de l'éducation à Gao. Demain, les épreuves du bac vont commencer également, où nous avons 491 candidats. Après demain, mercredi, le DF, où nous avons près de 2700 candidats. Donc toutes les conditions sont réunies. C'était pour nous un challenge. Pour cet autre challenge, la région doit le réussir pour aborder une bonne rentrée scolaire 2013-2014 prévue pour le 17 octobre prochain. C'est effectivement un défi qui a été relevé parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ces examens se passent aujourd'hui dans des conditions aussi bonnes que ça. Au total, 3093 candidats, dont 1675 filles, composeront pour ces évaluations de fin d'année dans la région de Gao. Ces examens se déroulent sous l'œil vigilant des forces de sécurité. On le voit, une année scolaire exceptionnelle se profile en 7e région. À peine donc fini ces examens, les élèves vont devoir démarrer la nouvelle année scolaire. Cette réalité exceptionnelle incite tous les acteurs publics et privés du monde scolaire de la 7e région à se surpasser pour relever les défis qui s'imposent. Comment les autorités arrivent à organiser ces deux événements et avec quels moyens? L'enquête est menée par Daouda Zoumana Traoré et Djibril Bagayogo. De l'occupation illégale à la libération, l'école à Gao a été certes ébranlée, mais jamais fermée. De bonne volonté, acteurs et non-acteurs de l'école ont maintenu un élan. D'abord, on est là, c'est pour que ces enfants, ces pauvres enfants, qui n'ont rien fait pour mériter ça, puissent étudier et arriver à leur fin. Ça, c'est un. Et deux, on est là, c'est pour avoir des résultats. Et des bons résultats. En gardant les élèves en classe, pour nous, ce qui était important, c'est vraiment de refuser, de résister. Et tous les élèves étaient d'accord de rester parce que personne n'était d'accord à partir. Et derrière, en même temps, nous avons, dans les mois qui suivent, on avait l'examen national. Les élèves avaient suffisamment préparé et ils n'étaient pas aussi à perdre leur année scolaire. Aujourd'hui, le monde de l'éducation respire et tous les acteurs tentent de faire en sorte que les perturbations ne compromettent pas l'année scolaire 2012-2013 qui tire à sa fin à Gao. Pour ce faire, le programme scolaire normal a été adapté aux réalités du milieu. Lorsque la paix est revenue, il fallait donc mener des réflexions et voir comment amener les enfants à reprendre les cours afin de combler ce vide créé par l'instabilité. Et c'est pourquoi ce programme spécial a été conçu. Ce programme conçu a eu l'adhésion de tous. L'acceptation de la suspension des vacances et la tenue très prochaine des examens en sont les illustrations. Il faut que le Mali gagne, il faut qu'on sorte de cette ornière-là, de ces crises perpétuelles-là. C'est tout. Il faut que l'État la soit. Ces examens qui débutent dès ce samedi prévoient le 2F, le BAC, le CAP et le BT. Nous allons présenter alors près de 3904 candidats.
Donc juste après les examens, la rentrée aussi, la date de la rentrée a été fixée au 17 octobre. Et là, nous avons fait un chronogramme de rentrée et nous avons déjà informé, ventilé la décision au niveau de tous les CAP, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des partenaires de l'école. Bien sûr, il y a des difficultés parce qu'il y a une insécurité résiduelle dans beaucoup de localités. Il y a également les besoins de construction, de réhabilitation à faire, les équipements à apporter. Donc je crois que déjà, en la matière, beaucoup de partenaires se sont annoncés. Au jour d'aujourd'hui, les inscriptions pour la première année, on est déjà à 65 élèves pour la première année qui sont inscrits. Donc nous pensons déjà que le cap est franchi pour l'ouverture prochaine. Les recrutements vont bon train au niveau de notre établissement. C'est vrai que ça ne vient pas, il n'y a pas un grand engouement, c'est vrai, mais nous savons quand même que les anciens sont déjà là et de nouveaux élèves qui viennent s'informer. Il y a les parents qui viennent s'informer pour se rassurer. Mais avant, les intrépides enseignants doivent davantage se sacrifier pour la correction de milliers de feuilles d'examen dont les résultats orienteront les lauréats vers d'autres horizons. Toujours en relation avec la rentrée scolaire, les responsables du syndicat national de l'éducation et de la culture étaient face à la presse. Ils ont échangé avec les hommes des médias autour de leur vision et de leurs perspectives en prélude à la rentrée scolaire 2013-2014. Nando Dambélé a suivi ce point de presse. La conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée syndicale du syndicat national de l'éducation et de la culture a pour thème central « École publique, gratuite et de qualité pour tous ». Pour nous, il a un grand contenu, il a un sens et ce sens est symbolique, notamment le développement de la petite enfance, la qualité de l'enseignement, le taux élevé de l'alphabétisation, et qu'il n'y ait pas de conditions qui puissent empêcher qu'un enfant malien puisse aller à l'école. L'étude du thème a permis d'aborder plusieurs aspects comme l'analyse de la rentrée scolaire 2012-2013 marquée par la crise, les examens scolaires marqués par des programmes inachevés, les manuels scolaires insuffisants et de mauvaise qualité, la gestion du personnel enseignant et les résolutions du dernier congrès du SNEC. Par ailleurs, les responsables du SNEC ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la rentrée 2013-2014. Pour nous, les conditions ne sont pas du tout réunies au nord de notre pays, non seulement du point de vue infrastructure, du point de vue ressources humaines, du point de vue matériel didactique, du point de vue également manuel. En perspective, le syndicat national de l'éducation et de la culture compte célébrer son cinquantenaire cette année. Il veut en outre s'ériger en syndicat de développement à travers la lutte contre le travail des enfants, la sauvegarde de l'environnement et l'éducation à la citoyenneté. En 4e région, les activités de la semaine de l'alphabétisation ont pris fin aujourd'hui à Benena. Benena, c'est dans le cercle de Tomignan. La cérémonie de clôture était présidée par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Et cette cérémonie a été marquée par plusieurs activités, nous dit Kandé Silla. Montée des couleurs avec l'hymne national chanté en Bomou, leçon modèle également en Bomou. La clôture de la journée internationale de l'alphabétisation à Benena aura été riche en activités. La symbolique de l'événement ici est que cette localité de Tomia abrite le centre de l'éducation pour l'intégration. Ce centre, visité par Madame le ministre et sa délégation, comprend des ateliers de menuiserie, de coupe-couture, de machinisme agricole et d'un centre pour la petite enfance. Il se veut un outil de développement et de paix pour les enfants déscolarisés précoces ou non scolarisés venant des communes du Mali et du Burkina Faso. Le centre d'éducation pour l'intégration s'inscrit dans un vaste projet d'intégration initié par les autorités maliennes et burkinabés qui, à travers l'UMOA et la CEDEAO, entendent axer leurs efforts sur le développement harmonieux participatif des deux communautés frontalières unies par les mêmes langues, Bomou et Djoula,
et la même culture. La cérémonie de clôture a été également une occasion pour Madame le ministre de faire un bilan des activités menées tout au long de la semaine. Bilan marqué par des activités d'information, de communication et de sensibilisation en faveur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il ne peut y avoir de développement véritable de notre pays avec des populations en majorité analphabètes. Que l'alphabétisation massive des communautés à la base est une des stratégies nécessaires pour le développement social, économique et politique de notre pays. Que l'alphabétisation des différentes communautés à la base est un facteur important pour assurer la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale dans notre pays. Auparavant, le représentant de l'UNICEF, partenaire privilégié de l'éducation au Mali, Mohamed Kanté, avait réitéré la disponibilité de son organisme à toujours accompagner notre pays. Mois de la solidarité, cela fait 19 ans qu'on en parle. Le mois d'octobre 2013 marque donc la 19e édition de cette célébration de la solidarité de tous contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Pendant 4 semaines, chaque région, chaque cercle et chaque commune organise des manifestations dont le but est l'expression des actions humanitaires. Le thème retenu pour cette édition est la solidarité, un support essentiel de l'action humanitaire. Écoutons le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires au micro de Garibou Pérou sur le sens de cette célébration. La 19e édition du mois de la solidarité qui démarre demain a été placée sous le signe de la mobilisation de la solidarité face aux défis humanitaires et à ses enjeux multiples dans notre pays qui sort de 18 mois de souffrance et de multiples exactions à lui imposer. À cette crise politico-sociale s'est ajoutée une catastrophe naturelle provoquée par des inondations avec malheureusement des pertes en vies humaines. Dans ce contexte, il est aisément compréhensible que la 19e édition du mois ait pour thème la solidarité, un support essentiel de l'action humanitaire. Il faut à cet égard remercier et saluer le dynamisme de la société civile malienne qui a su judicieusement accompagner l'État dans la mise en place d'un dispositif adapté de réhabilitation et d'insertion socio-professionnelle, mais aussi de communication intergénérationnelle. J'associe la communauté internationale qui s'est mobilisée en nous dévançant parfois sur les théâtres d'opérations humanitaires. Le président de la République de Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, marquera ce volet du mois de la solidarité par la visite qu'il rendra à la doyenne d'âge du district. Nous sommes tous concernés et chacun selon ses moyens pour apporter un éclat à ce mois. Le mois d'octobre est depuis longtemps donc institutionnalisé comme mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans notre pays. Comme à l'accoutumée, l'édition 2013 entend perpétrer cette valeur fondamentale de la société malienne. À cette occasion, Garibou Pérou a recueilli les points de vue des citoyens sur le contenu des programmes de ce mois exceptionnel. Voilà déjà 19 ans que le mois d'octobre est dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion au Mali. Solidarité envers les pauvres, les malades et solidarité envers les personnes âgées. Bref, solidarité envers toutes les couches vulnérables de notre société. Ce qui signifie que la solidarité n'est pas un fin mot au Mali, elle est une entreprise sociale et pédagogique. C'est une bonne chose pour le gouvernement on a même un ministère chargé de cette question-là. Mais il faudrait que l'on puisse diversifier le contenu du mois de solidarité. Et que le mois de solidarité, il ne concerne pas seulement les personnes âgées, par exemple, où on va donner des enveloppes, on va essayer de les montrer, on se fait filmer. Il y a des tout petits qui souffrent. Tous les âges, il y a de la précarité dans la société. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Les membres du gouvernement se déplacent, aller de commune en commune au nom du président de la République, aller voir les plus vieilles personnes du quartier et les apporter
des noix de cola avec un cadeau symbolique, quelque part des pains, des tissus. Ça, c'est insuffisant. Certes, les actions entreprises par le gouvernement malien sont jusqu'ici positives, mais il faut encore étendre la couverture pour faire vibrer les fibres de solidarité et de la charité pour tous les Maliens nécessiteux, estiment certains citoyens. Pour les personnes handicapées, une politique nationale sur le handicap et le développement avec son contenu, et cela veut dire que c'est une continuation du mois de la solidarité. À mon point de vue, moi je veux augmenter le salaire de retraité en cette année. Ce n'est pas seulement la nourriture, non. C'est surtout, comme je l'ai dit, compatir au problème de l'autre, regarder l'autre, s'intéresser à l'autre, gémir avec l'autre, pleurer avec l'autre. C'est ça de la compensation et ça c'est de la solidarité. Et l'action gouvernementale doit s'inscrire cette année dans ce cadre-là, aller plus loin dans les recoins, dans les hameaux. Cette solidarité envers les démunis ne doit pas s'arrêter seulement au mois d'octobre. Elle doit être initiée par le gouvernement tous les jours pour une meilleure répartition des chances. Ce qui va sans doute éviter certains vices, à en croire les spécialistes. Pourquoi on est exclu si on est pauvre? Qu'on le veuille ou pas quelque part, si on est vraiment pauvre, si je ne me sentirais pas exclu, il y aura peut-être un regard qui va m'indexer que je suis un exclu. La solidarité doit être une règle pour tous les Maliens puisqu'elle est le socle de notre société. Rendez-vous donc le 1er octobre avec la toute première activité autour du thème « La solidarité est un support essentiel de l'action humanitaire ». Vision du changement au ministère du Développement rural, c'est l'intitulé d'un document en validation par les organisations professionnelles agricoles. La rencontre dédiée à cet exercice a été ouverte par le ministre Dr Bokari Tereta, premier responsable du département, accompagné par Nango Dambélé, ministre délégué en charge de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. Le compte-rendu de Moïse Traoré. La vision du changement au ministère du Développement rural est exposée dans un document de 17 pages. Il s'agit d'un plan d'action qui synthétise les résultats de réflexion découlés de l'exercice de 2 dernières décennies au sein du 10 départements et des engagements du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons une stratégie à 2 pieds. C'est-à-dire nous avons un secteur traditionnel de subsistance que nous voulons promouvoir. On va rationaliser tous les programmes qui existent pour faire la promotion de ce secteur. De l'autre côté, comme l'a prévu la loi d'orientation agricole, nous voulons quand même faire appel à des investissements privés pour booster un peu la production parce que nous avons un potentiel d'exportation qui est énorme. Le chef de file de la trentaine d'organisations professionnelles conviées est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. Dr Bokari Tereta, le ministre du Développement rural, a prôné la continuité et le rectificatif là où cela est nécessaire. Nous nous donnons au moins un horizon de 5 ans. Mais nous pensons que par rapport à certaines productions comme l'élevage à cycle court, on peut facilement intensifier dans les périurbains, prenez l'aviculture ou dans les ceintures des grandes villes. Nous avons une capacité de production de maïs qui peut facilement servir d'aliment volaille. Je pense qu'il faut avoir un rêve. Et nous avons un grand rêve pour ce secteur et c'est ce rêve que nous commençons à transformer en réalité progressivement. En somme, il s'agit de jeter les bases d'une agriculture orientée à la fois vers la sécurité alimentaire et l'agro-business. Des nouvelles de nos fidèles sur les lieux saints de l'islam. Les pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont entamé le week-end dernier la dernière étape de leur séjour par des ziyaras et visites de sites historiques dans la ville de Médine. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Abdrahman Keïta, Brahima Touré et Niaza Koulibaly, assistés de Belkodiko. Les ziyaras, visites des sites historiques de l'islam, marquent la fin du séjour des pèlerins maliens à Médine. 8 jours déclinés en 40 prières dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Loin d'être de simples visites touristiques, ces ziyaras visent le raffermissement de la foi du pèlerin. Les ziyaras, c'est un mot arabe qui signifie les visites, qu'on traduit souvent par le tourisme islamique, selon les jurisprudences. Bon, on utilise ce mot, le tourisme islamique, on le tolère, mais c'est plutôt un tourisme spirituel.
Ça rentre dans le cadre de tradition du prophète alayhi salatu wassalam, le respect, n'est-ce pas, des traditions du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi c'est une façon de préparer les pèlerins pour les futures activités spirituelles qu'ils doivent mener. Pour l'atteinte de cet objectif, la Commission nationale d'encadrement a tenu à préparer les dites visites à travers des séances de sensibilisation animées par la sous-commission communication, sensibilisation et éducation religieuse. Nous retrouvons l'actualité nationale. Plus de 29 millions de francs CFA, c'est le montant du projet d'installation des ouvrages d'eau et d'assainissement dans le village de Mangadawe, commune rurale de Soni à Libère. Ce projet exécuté par l'ONG ADM, Appui au développement au Mali, sur financement de la deuxième phase du programme d'appui aux organisations de la société civile. Reportage de Drissa Akone. Situé sur une île, les sources d'approvisionnement en eau des 18 000 habitants de Magnadoé restent encore le fleuve et les puits traditionnels. La consommation des eaux issues de ces sources est à la base de nombreuses maladies hydriques. D'ici 10 mois, cela ne sera qu'un triste souvenir, puisque l'objet Appui au développement au Mali, ADM, vient de lancer les travaux de mise en œuvre de 3 puits à grand diamètre, 25 latrines et 25 puisards. À travers ces projets, la structure veut contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. On a besoin d'eau potable, on n'a pas. ADEM nous a amené quelque chose que nous ne pouvons même pas expliquer. Par rapport au puits, c'est tout à fait normal pour éviter aux populations de consommer l'eau venant directement du fleuve. Connaissant que ces dernières années, on a vu un peu l'évolution des maladies hydriques. Cofinancé par l'Union européenne, la Suisse, la Suède, le Danemark et le Canada à plus de 29 millions de francs CFA, ce projet intervient dans le cadre du projet d'appui à la société civile PAOS 2. L'objectif du PAOS 2 est d'améliorer les programmes et politiques du gouvernement et des PTF afin d'apporter un changement au niveau des populations. Le projet marque la reprise des activités des partenaires au développement dans la commune. Donc c'est pourquoi nous-mêmes nous avons souhaité être là. Situé à 18 km de Gao sur la route de Bourem, Magnadawe, par sa population, est le deuxième village important après Forgo de la commune rurale de Soni à Libère. Lancement à Mopti du projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs du delta central du Niger d'un coût global de plus de 28 millions de francs CFA. Le projet est financé par le programme d'appui aux organisations de la société civile. Reportage depuis Mopti de Yakuba Meiga. Le projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs du delta intérieur du Niger est une initiative de 117 sociétés coopératives qui composent l'Union des sociétés coopératives des pêcheurs du delta intérieur du Niger. Sa mise en œuvre consiste à renforcer pendant une année les capacités des pêcheurs en pisciculture et à former les femmes à la transformation des produits de la pêche. Le contrat est signé depuis le 2 août 2013. Un contrat d'un montant de 28 440 279 francs CFA. Les autorités régionales reconnaissent la pertinence d'une telle initiative dans une région dont l'économie repose en partie sur le sous-secteur de la pêche. C'est un projet qui va permettre d'améliorer les revenus de cette couche vulnérable que constituent les pêcheurs. Je saisis cette occasion pour convier les pêcheurs à plus d'unité de cohésion pour que leur activité puisse se développer et se porter gardien de la réglementation sur la pêche pour la préservation et le développement des ressources halieutiques. Le présent projet d'amélioration des conditions de vie des pêcheurs du delta intérieur du Niger est cofinancé par l'État malien, l'Union européenne, le Danemark, la Suède, la Suisse et le Canada à travers la phase 2 du programme d'appui aux organisations de la société civile. Restons en 5e région où l'ONG Groupe de recherche et d'application technique, le programme d'appui aux organisations de la société civile, vient de procéder au lancement du projet d'appui aux déplacés de la commune rurale de Orobé-Doundé. C'est dans le cercle de Mopti. Aminata Touré. Pour un coût de plus de 29 millions de francs CFA et une durée de 12 mois,
Le projet d'appui aux déplacés de la commune rurale de Ourebédoudé est une initiative de l'ONG Groupe de recherche et d'application technique GRATS et son partenaire, le programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSD. Ce projet a comme objectif global de soulager les souffrances des populations vulnérables par le soutien aux activités de pêche, de maraîchage et l'accès aux produits alimentaires. L'amélioration des revenus de 200 pêcheurs dans la commune de Ourebédoudé à travers la dotation en équipement et le renforcement des capacités en gestion. Le projet ambitionne également d'augmenter les revenus et assurer la diversification alimentaire de 300 femmes maraîchères à travers le soutien à la production. La population de Ourebédoudé est très contente parce qu'avec les GRAT, il y a plus de 15 ans, GRAT intervient dans la commune. L'appel que je lance à Ourebédoudé, c'est vraiment de bien gérer ce qui va être mis à leur disposition. Il est à retenir que le présent projet va couvrir les villages de Saint-Dégué, Drambani, Barasomé dans la commune de Ourebédoudé, cercle de Mopti. La population de Sanankoroba, pas loin de Bamako, vient de bénéficier d'un tracteur et divers matériels. Le don est de la ville Sainte-Élisabeth du Canada jumelée à Sanankoroba. L'appui rentre dans le cadre de l'amélioration de la production agricole et de l'assainissement du village. Nouhoum Sissoko. Un tracteur avec remorque pour 9 millions de francs CFA, 17 bicyclettes, un métier à tisser, un ordinateur avec imprimante, des fournitures scolaires, on en oublie volontiers. C'est le lot d'équipements que la ville de Sainte-Élisabeth au Canada met à la disposition du village de Sanankoroba. On a fait des activités lucratives, ça a été très populaire et les gens étaient enchantés pour participer à cette activité de levée de fonds. Le tracteur qui vient d'être mis à disposition doit permettre d'augmenter la production agricole à Sanankoroba. Il va également contribuer à l'assainissement du village. Le matériel qu'on vient de recevoir, nous avons pris des dispositions pour sa gestion. Ce tracteur va générer déjà 3 emplois permanents. Le jumelage Sanankoroba-Sainte-Élisabeth date de 1985 et depuis, que des chemins parcourus. Le lotissement du côté est de Sanankoroba, la réalisation de 2 caniveaux qui sauve le village de Sanankoroba d'inondation, la dotation des familles de Sanankoroba d'équipements et matériel agricole, des fonds de développement pour femmes et hommes, et un projet d'assainissement du village de Sanankoroba. Déjà, une enveloppe consistante a été déboursée par des bonnes volontés pour assurer l'achat de carburant. Une bonne prise pour l'Office central des stupéfiants qui vient de mettre la main sur un trafiquant de drogue, la cocaïne. L'Office a donc arrêté un transporteur de cocaïne en provenance du Brésil. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années d'origine nigériane. Arrêté à l'aéroport de Bamako-Sénou, l'homme avait dissimulé dans son ventre 72 capsules de cocaïne depuis donc le Brésil. Des précisions avec le chef adjoint de la cellule de stupéfiants. Il est au micro de Abdrahman Meiga. Vendredi le 27 septembre 2013, l'aéroport international Bamako-Sénou avons interpellé un Nigérien en provenance de Sao Paulo au Brésil. Et nous l'avons interpellé par ciblage. Après l'interpellation du nommé Okoli Banefo, nous l'avons conduit en notre bureau. Dans les bureaux, nous avons procédé aux fouilles. Les fouilles corporelles et bagages qui se sont avérés négatifs. Mais c'est à la suite des questions-réponses qu'il a fini de nous avouer qu'il transportait dans son ventre 72 boulettes de cocaïne. Après l'expulsion de la boulette, nous avons testé une boulette avec les tests narcotiques identifiés sur le système. L'enquête est en cours. On a presque terminé la procédure et ce qui est sûr, l'interpellé sera transféré aux autorités judiciaires compétentes. Sport, handisport, les rideaux sont tombés hier au stade du 26 mars de Bamako sur la 12e édition du championnat national de handisport. Excepté les athlètes de Tombouctou, Gao et Kidal, tous les autres participants ont honoré de leur présence. Au classement général, Bamako est en tête suivi de Sikasso et Mopti. Le point avec Siragatou Sissé. Placé cette année sous le signe du renouveau,
La 12e édition du championnat national de handisport, piloté par la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées, FEMAH, a vu non seulement le nombre de disciplines augmenter, mais aussi la taille des différentes délégations. Venus de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako, avec son gros contingent, les participants ont répondu à l'invitation de la FEMAH, excepté ceux des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Le nouveau bureau fédéral, sous la houlette du président Amadou Diarra, entend donner à la dite fédération toute sa place. Les compétitions en handisport sont un peu rares. C'est pourquoi nous considérons le championnat national handisport comme le plus grand événement de notre fédération au niveau national. Compétition majeure dans l'agenda annuel de la FEMAH, ce championnat a été marqué par la tenue de 30 épreuves, parmi lesquelles le 800 mètres sourd, le 800 mètres tricycle en dames et messieurs, le saut en longueur dames, le 200 mètres déficient intellectuel et le 1500 mètres tricycle dames. La dernière épreuve a été le match de football sur un terrain réglementaire entre les personnes de petite taille, ici en vert, et les handicapés moteurs. Victoire 2-0 des handicapés moteurs. Durant 2 jours, la direction technique a pu se faire une idée du niveau des athlètes dans les diverses catégories. Dans l'ensemble, le niveau est bon. Surtout qu'on a fait beaucoup d'innovations cette année. Et à voir même l'atmosphère, on sait que ça a porté fruit. On a amené pour la première fois, les personnes de petite taille ont adhéré à la FEMAH avec certaines disciplines comme dans l'international, elles ne font que les lancer. Des prix spéciaux ont été remis aux différents lauréats. Au classement général de cette 12e édition du championnat national de handisport, le district de Bamako se taille la part du lion avec 18 or, 21 argent, suivi de Sikasso, 7 or, 2 argent et Mopti, 1 or, 3 argent. L'émission Score de ce lundi sera consacrée à l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football FEMAFOOT avec la participation des représentants des 3 listes en course pour la présidence de la FEMAFOOT. À suivre en direct sur votre télévision nationale à partir de 21h. Le client devrait être mieux considéré dans les structures de santé, c'est ce que prévoient des textes adoptés en 2002. Il s'agit de la loi hospitalière et de la charte du malade. Selon ces 2 textes, un patient qui arrive en service des urgences doit être entièrement pris en charge avant que l'on lui tende une ordonnance. Des dispositions de la loi que l'hôpital Gabriel Touré a commencé par appliquer et qui nécessitent une mise à niveau de certains de ses services, comme la pharmacie, le laboratoire et la radiologie. Focus Santé de ce soir, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. La loi hospitalière et la charte du malade, 2 textes importants dans la réglementation du système de santé au Mali et datant respectivement de 2002 et de 2008. En plus des aspects réglementaires d'organisation, ces textes codifient les droits et les devoirs des patients en relation avec les structures de soins. Ils font du patient un roi et permettent aux structures de santé d'atteindre de meilleurs résultats, surtout qu'en service d'urgence, le délai de prise en charge du patient est déterminant. Dans le cadre du service public hospitalier, quand un malade arrive en urgence, il est soigné d'abord. Ensuite, le problème d'argent est réglé après. Donc il s'agit pour le personnel de santé de faire le nécessaire pour que dès que le malade arrive dans la cour, on le prend en charge, on fait ce qu'il y a lieu de faire. Et puis après, on demande à la famille de payer à la caisse. Maintenant, nous, à Gabriel Touré, on s'est organisé pour que dès que le malade arrive, quand la prise en charge commence, au service des urgences, il y a un agent du service social qui entre en contact avec la famille pour expliquer que nous sommes en train de travailler pour faire les soins immédiatement et que l'argent doit être payé
à la caisse. Au départ, la structure a mis l'accent sur les actions d'information et de sensibilisation, la réorganisation avec une plus forte implication des services de radiologie, du laboratoire, de la pharmacie et du service social. On a une attestation de traitement. Avec cette attestation de traitement, maintenant la famille paye. Et la loi va encore plus loin puisqu'elle dit que nous devons après engager toutes les procédures pour pouvoir entrer dans nos fonds. Maintenant, si il se trouve que c'est un malade qui n'est pas du tout solvable, alors la loi demande au ministre de la Santé de payer. Surprise pour les infortunés qui ont été les premiers à bénéficier de la mesure, nécessitant forcément que les principaux services impliqués soient remis à niveau. Pour un début, on parle de patinage, de bilan mitigé. L'hôpital reconnaît qu'il rencontre des problèmes. La pharmacie de l'hôpital, pratiquement, il n'y a rien. Il faut le dire, il faut dire clairement les choses. Parce qu'une pharmacie qui ne peut pas fournir du sérum salé aux patients, ça pose problème. Une pharmacie qui ne peut pas fournir du fil de suture aux patients, ça pose problème. Parce que l'activité du service des urgences est à 70% occupée par la traumatologie routière. On a quelques difficultés quelquefois aussi avec des fournisseurs. Parce que bon, il y a les procédures des marchés publics, malheureusement, qui ne tiennent pas compte des spécificités des médicaments et accessoires. Donc il arrive qu'on ait des fournisseurs qui ne soient pas toujours en règle avec les fiscs. Soigner le patient qui arrive en urgence avant de lui tendre une ordonnance. Cette disposition devrait être appliquée au niveau de toutes les structures sanitaires du pays, autrement dit du centre de santé communautaire au centre hospitalier et universitaire en passant par le centre de santé de référence. Normalement, quand vous arrivez avec un malade dans un centre de santé de référence, on ne doit pas vous dire qu'il n'y a pas de médicaments, on ne doit pas vous dire qu'il n'y a pas de place. Les responsables de ces établissements ont obligation de soigner les malades d'abord et de chercher la place ensuite. Ce système, il est bon. C'est un bon système. Vous ne savez pas, vous ne saurez que ce système est bon que lorsque vous serez directement intéressé par ce système. Si vous avez un parent qui fait un accident, qu'on amène aux urgences à 2h du matin, ce n'est pas évident que vous ayez dans les poches 50 000 francs ou 60 000 francs. Mais le lendemain matin, c'est sûr et certain que vous aurez 1 million dans la poche. Mais de la nuit au matin, ça peut être trop tard pour ces patients. À l'hôpital Gabriel Touré, on insiste là-dessus, la mesure n'est applicable que pour les urgences et c'est loin d'être de la gratuité. Si les patients qui bénéficient de la mesure ne remboursent pas, cela conduirait directement au blocage du mécanisme, blocage qui pourrait se traduire par une défaillance de la structure sanitaire. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau. D'ici là, visitez notre site www.ortm.ml. Bonne suite de programme. À demain.